Si l'outil de communication alternatif qui est choisi, c'est les signes, bah, ça peut même faire partie d'un projet à l'école, d'enseigner des signes aux autres enfants de la classe ou au personnel éducatif. Donc là encore, voilà, l'enfant ne sera pas stigmatisé puisque finalement tout le monde utilisera ce moyen de communication-là. Et puis je pense aussi que l'éducation au handicap, voilà, c'est l'affaire de tous et c'est quelque chose qui est important à aborder, que ce soit à l'école ou en famille. Je pense que la stigmatisation, elle peut être en grande partie due à la méconnaissance. Ouais, si on enseigne aux enfants dès le plus jeune âge que quand on ne voit pas bien, on doit porter des lunettes, quand on n'entend pas bien, on a un appareil auditif, si on ne marche pas très bien, on peut être en fauteuil roulant, et puis si on ne comprend pas bien ou si on a du mal à parler, on a des moyens de communication alternatifs, on a un classeur de communication où on s'exprime par signe. Si on ne comprend pas bien, on peut avoir recours à des outils visuels. Finalement, tout ça, ça fait partie de l'éducation au handicap et de la vie citoyenne. Une autre crainte concernant la mise en place des moyens de communication alternatifs, ça peut être que finalement, ces outils-là, ils vont être inutiles parce que on considère que l'enfant, il se fait très bien comprendre. Alors moi, à ça, je pose des questions. Ah, il se fait comprendre. Alors, est-ce qu'il se fait comprendre que chez lui? Est-ce qu'il se fait comprendre seulement avec une personne ou deux? Donc, souvent, ses parents. Est-ce qu'il se fait comprendre, ce qu'il veut seulement quand il est en présence de l'objet qu'il veut? Est-ce qu'il se fait comprendre seulement pour demander quelques petites choses, mais de façon pas variée? Est-ce que c'est un enfant qui va se servir seul? Donc finalement, il n'a pas vraiment besoin de communication puisqu'il se sert tout seul. Est-ce qu'il se fait très bien comprendre, mais avec des comportements inadaptés? Ah bah oui, je comprends très bien quand il crie de cette façon-là, ça veut dire qu'il veut ça. Je comprends quand il se roule par terre ou quand il tape contre le mur parce que ça veut dire ça. Voilà, ça, pour moi, c'est quand même une forme de communication qui va être trop restrictive. S'il peut s'exprimer que dans certains lieux ou avec certaines personnes, finalement, c'est pas un signe d'autonomie, c'est pas un signe qui va être indépendant dans sa vie future. Nous, ce qu'on vise, c'est une communication fonctionnelle, une communication qui va lui permettre d'échanger avec le plus de personnes possible, qui va lui permettre de demander le plus de choses possible, même des choses qui ne sont pas à sa portée ou à sa vue. Et voilà, ça, c'est une vraie communication. Seulement communiquer avec quelques personnes, à mon sens en tout cas, c'est vraiment trop restrictif. Une autre crainte qui peut être souvent abordée, c'est que l'enfant il devienne un peu paresseux et puis qu'il soit moins motivé à faire l'effort d'oraliser. Si on a un enfant qui n'oralise pas, on sait que lui apprendre à parler et à délivrer des messages de façon verbale, ça va être un gros travail pour lui. Donc, voilà, certaines personnes ont peur aussi que l'enfant devienne un peu feignant et ne développe pas cette oralisation. Alors déjà, comme on a dit tout à l'heure, le langage oral, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace quand on y a accès pour obtenir ce qu'on veut. On sait aussi qu'un enfant qui peut verbaliser, quand on a les capacités motrices et cognitives, il verbalisera plutôt qu'utiliser un autre moyen. Et puis on utilise souvent des outils qui vont permettre de mieux oraliser, mais qui vont être finalement abandonnés naturellement. On le voit aussi avec des enfants qui ont un développement typique, mais qui ont par exemple un retard de parole. Nous, les orthophonistes, on va pouvoir mettre en place des moyens pour aider à mieux articuler, donc, par exemple des gestes qu'au début les enfants vont utiliser. Et puis à partir du moment où ils arrivent à mieux produire le son, ce geste-là, ils vont l'abandonner parce qu'ils se rendent compte qu'il n'est plus utile. Donc voilà, cette crainte, elle peut être aussi dépassée. Voilà, un enfant n'est pas paresseux naturellement, et puis de toute façon, le langage oral, c'est le moyen que tout le monde utilise et le moyen qui sera le plus facile pour lui s'il arrive à l'acquérir. Donc c'est encore une crainte qui peut être dépassée. Et puis on dit aussi que quand on utilise un moyen de communication alternatif ou amélioré, on a peur que l'équipe ne travaille que autour de ce moyen de communication, que autour de cette mise en place, et puis finalement délaisse le langage oral ou même le travail des autres compétences. Je pense que c'est une crainte légitime parce que quand on a un enfant avec un trouble du spectre autistique, on se rend compte que le temps est compté et que s'il a déjà un décalage important dans ses compétences, il va falloir du temps pour qu'il le rattrape et voilà, le décalage va se creuser avec les enfants du même âge chronologique. Mais quand on met en place un moyen de communication alternatif, déjà on travaille en même temps
toutes les autres compétences socles de la communication dont on avait parlé dans le premier module, c'est-à-dire le regard, le pointage. Voilà, quand on utilise par exemple les pictogrammes, il faut travailler le regard, parce qu'il faut bien que l'enfant regarde ses pictogrammes. On peut lui enseigner à les pointer aussi, donc il faudra bien travailler le pointage. Travailler la discrimination visuelle, parce qu'il faudra bien qu'il choisisse le bon pictogramme en fonction de sa demande. Travailler l'attention conjointe, on travaille en même temps l'imitation motrice, par exemple, quand on enseigne à un enfant à faire des signes. Toutes ces compétences-là, finalement, on les aurait travaillées en dehors de la mise en place d'une CAA, et là, on la travaille en même temps. Et puis, quand on utilise un moyen de communication alternatif avec un enfant, bien sûr, on ne travaille pas que ça. On va travailler toutes les autres compétences si elles sont déficitaires. Mettre en place un moyen de communication alternatif, ce n'est pas une fin en soi. Ça va être un moyen pour accéder à la communication, pour s'ouvrir à l'environnement, pour accéder à d'autres apprentissages, mais on ne va pas s'arrêter là. Alors au début, bien sûr, il peut y avoir une phase intensive où on va beaucoup enseigner les demandes pour que l'enfant acquiert ce moyen de communication. Mais le travail, ensuite, il ne va pas se résumer à juste un maintien et voilà, on est content qu'il fasse des demandes avec son classeur et on s'arrête là. Non, on continue de développer la communication, on continue de développer l'oralisation. Il y a énormément de choses à faire et puis derrière, on va continuer de travailler sur les autres apprentissages, bien sûr. Donc si on veut un peu résumer les liens entre les outils de communication alternatifs, le développement de l'oralisation, déjà, à mon avis, il faut rappeler que sans une méthode efficace, les seules réponses que peut avoir un enfant qui n'a pas accès au langage verbal et avec lesquels en plus il obtient souvent des bons résultats comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être des comportements qui sont inadaptés, des comportements qui sont destructeurs, perturbateurs, agressifs pour lui, agressifs pour les autres. Et voilà, ça je pense que dans la vie quotidienne, c'est pas quelque chose qui est gérable. Et puis la recherche, depuis ces 25 dernières années, quand même, a montré que ces systèmes alternatifs de communication, ils inhibent pas du tout le développement de la parole, mais au contraire, qui favorisent le développement. Ils augmentent les chances que l'enfant se mette un jour à parler, et puis voilà, ils contribuent à ce que l'enfant entre en interaction avec son environnement. Et puis je pense que tout simplement, d'un point de vue éthique, on a l'obligation de fournir un moyen de communication aux personnes avec qui on travaille, avec qui on vit. Si une personne n'a pas accès au langage, on ne peut pas le laisser de côté en se disant tant pis, il commencera à oraliser le jour où il aura envie. Enfin, voilà, en tout cas pour moi, c'est pas possible. On se doit éthiquement de proposer un moyen de communication. Si c'est pas l'oral, pendant un moment, finalement, tant pis. Ça sera les signes, ça sera des images, ça sera des photos, ça sera des pictogrammes. Mais il faut proposer un moyen de communication à ces personnes qui sont des êtres humains. Mais je pense aussi que ces mises en place, elles doivent être faites avec des gens qui sont formés, des gens qui sont expérimentés. Il faut pouvoir les estomper de la bonne façon. Par exemple, si on a appris à un enfant à communiquer avec un classeur et à donner des pictogrammes, ce classeur ne devra pas être retiré dès que l'enfant commence à oraliser. Il y a des moyens de mettre les choses en place, il y a des façons de le faire et je pense que ça doit quand même être fait avec des professionnels qui sont formés, qui sont expérimentés, qui ont l'habitude des enfants avec des troubles du spectre autistique. Mais voilà, en résumé, je dirais que la priorité qu'on a, c'est vraiment la communication avec toutes ces personnes.